L'armée malienne se déploie dès ce jour vers Kidal. Les soldats vont à la reconquête de cette ville du Nord qui échappe au contrôle de l'État. Depuis 2012, Kidal est la cible de plusieurs attaques. Les chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est sont en conclave. C'est en marge du 33e sommet de l'Union africaine. La rencontre se tient à Addis Abeba. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé tente de relativiser l'épidémie du coronavirus. Le nombre de cas enregistrés en Chine se stabilise, précise l'agence spécialisée de l'ONU. Une bonne nouvelle pour les pays déjà contaminés. Et voilà pour le sommet de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. L'armée malienne va à la reconquête de Kidal. Elle entame dès ce 10 février le déploiement de ses soldats vers cette ville du Nord qui échappe depuis plusieurs mois à l'autorité de l'État. Le pays est confronté à de multiples attaques djihadistes. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles, est anticipé comme une affirmation forte d'un rétablissement de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges pans du territoire. Dans les faits, les forces maliennes entreraient effectivement dans Kidal quelques jours après s'être mises en mouvement, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, située à environ 200 km plus au sud, où se trouvent déjà quelques centaines de soldats affectés à cette mission. Le communiqué de la Commission technique de sécurité ne laisse pas apparaître dans quelle mesure l'opération peut encore être retardée par des impondérables. Le retour de l'armée malienne à Kidal est considéré comme déterminant pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord passe par un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali confrontée depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts. Malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, Kidal est sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes touaregs qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger 3 ans plus tard. La mise en œuvre de l'accord piétine et le sort de Kidal est une source de forte crispation. Les voisins du Mali y soupçonnent ou y dénoncent des alliances entre séparatistes et djihadistes. Pour eux, Kidal a servi de base arrière aux attaques. Le retour de l'armée malienne dans cette ville est censé préluder au déploiement d'autres unités reconstituées à Ménaka, Gao et Tombouctou. Dans les régions anglophones du Cameroun, les déplacés générés par le sanglant conflit qui oppose les indépendantistes à l'armée ne veulent plus entendre parler de politique. Pour eux, la situation au quotidien est plus difficile à supporter. Écoutons ces témoignages. Now like this, I feel to die than to live. Maintenant, je préfère mourir que de vivre. Avant, je vivais au village, je vivais bien avec ma famille. Nous mangions, j'allais au champ, nous avions de la nourriture. Ici, nous n'avons pas de champ, nous n'avons personne. Ce n'est pas facile à Yaoundé. Je sais que les élections vont se tenir. Je ne sais pas où m'enregistrer, je ne sais rien. Je ne sais rien concernant les élections. Quand j'habitais Kumba, on venait nous donner des cartes de vote à la maison. Mais ici, personne ne nous connaît, on ne sait rien. Au moment où je parle, il y a une ville morte complète. Rien, pas de car, pas de mouvement, tout est fermé. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce qu'ils ne veulent pas des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest et ils estiment que le gouvernement ne les écoute pas. Ils s'estiment marginalisés. En Centrafrique, 5 chefs d'une milice du pays ont été condamnés à Bangui aux travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est pour le massacre d'une dizaine de civils en 2017, une première dans ce pays ravagé donc par la guerre civile depuis cette année. 2 des hommes condamnés par la cour criminelle de Bangui sont Crépin Wakanam, dit Pino Pino, et Kevin Béré, dit Béré Béré, les principaux chefs d'un groupe armé anti-Balaka du nom de milice d'autodéfense à majorité chrétienne et animiste qui avait perpétré un massacre à Bengasso dans le sud contre des civils musulmans le 13 mai 2017.
Le général Pino Pino et le lieutenant Béré Béré étaient à la tête d'une milice anti-Balaka qui avait notamment attaqué le 13 mai 2017 le quartier de Tokyo et une base de l'ONU dans la localité de Bangasso. Selon l'ONU, l'assaut ce jour-là, ainsi que des heurts les jours d'avant et d'après, avait fait 72 morts, 76 blessés et 4400 déplacés. Les membres de la communauté musulmane qui se trouvaient réfugiés dans l'église catholique de cette ville avaient été particulièrement visés le 13 mai. 10 casques bleus ont été tués au cours d'attaques menées par des miliciens entre mai et novembre 2017 dans Bangasso et ses environs. Les verdicts, lus par le président de la Cour pour chacun des accusés, ne sont susceptibles que d'un recours en cassation. À leur énoncé, tous les condamnés sont restés tête basse dans un silence de plomb dans cette salle du tribunal où policiers et militaires étaient déployés en nombre. Les familles des accusés avaient été maintenues à l'extérieur du bâtiment. En tout, 28 accusés étaient jugés. 3 autres ont été condamnés à la même peine et pour les mêmes chefs que Béré Béré et Pino Pino en tant que cadre de la milice. Romaric Mandango, Patrick Biako et Yambeline Mbengia Alpha. Le reste des combattants ont écopé des peines allant de 10 à 15 années de travaux forcés, notamment pour assassinat et détention illégale d'armes. L'Union européenne propose sa médiation à la Guinée-Conakry. L'organisation de 27 s'est dite prête à contribuer à un dialogue inclusif après l'annonce de la tenue d'un référendum constitutionnel. L'opposition y voit plutôt une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat en 2020. L'unité et la paix en Guinée doivent prévaloir sur les intérêts partisans, a souligné l'Union européenne dans un communiqué. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts contre le projet prêté de longue date au président élu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Condé, de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'avant-projet de nouvelle constitution, divulgué en décembre et qui sera soumis à référendum dans moins d'1 mois, maintient cette limite. Mais l'opposition soupçonne que l'adoption d'une nouvelle constitution servira au président Condé, âgé de 81 ans, de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à 0. Les préparatifs du processus électoral et la décision de coupler les élections législatives du 1er mars à un référendum constitutionnel divisent profondément le pays, a estimé l'UE. L'importance de cette double échéance impose de s'assurer, dans le cadre d'un dialogue inclusif, des conditions de transparence et d'inclusivité, ainsi que du respect du cadre régissant les élections, a-t-elle ajouté. L'Union européenne s'est dite prête à contribuer à la facilitation d'un dialogue inclusif en partenariat avec les acteurs régionaux et internationaux. Les États-Unis avaient déjà fait part de leurs préoccupations à propos de la situation en Guinée, exhortant toutes les parties à se lancer dans un dialogue civil non violent. Et Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine, se tient le 34e conclave extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, entendez l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est. Le sommet annuel de l'organisation panafricaine s'est ouvert ce dimanche pour s'achever ce lundi en présence des chefs d'État et de gouvernement de ces 5 pays membres. Les dirigeants du continent africain, il y a 7 ans, lors des célébrations du 50e de l'Union africaine, avaient promis de mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020. À ce jour, le bout du tunnel est encore bien loin. Des progrès ont certes été enregistrés dernièrement en Centrafrique ou au Soudan, mais du côté du Cameroun au Mozambique, de nouvelles crises sont venues s'ajouter à celles qui déchirent déjà des pays comme la Libye et le Soudan du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine dans le cadre de la présidence tournante, semble conscient que la tâche s'annonce difficile. D'autres insistent sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des conflits. L'organisation africaine souhaite de fait s'affirmer sur plusieurs dossiers et tente notamment de peser davantage dans la résolution du conflit en Libye. Le sommet annuel extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement précède la 70e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD. L'autre conflit auquel Ramaphosa entend s'atteler est celui au Soudan du Sud. Un accord de paix a été conclu en 2018 sous l'égide de l'organisation est-africaine IGAD, mais la formation d'un gouvernement d'union nationale ne cesse d'être repoussée.
Le week-end dernier, le président sud-soudanais Salva Kiir a rencontré Ramaphosa en Afrique du Sud, alors que le vice-président sud-africain David Mabuza joue un rôle actif dans les négociations sur la formation du gouvernement. La présidence de l'Union africaine coïncide pour l'Afrique du Sud avec un siège temporaire au Conseil de sécurité de l'ONU, lui donnant la possibilité de faire entendre la voix du continent sur la scène mondiale. L'Organisation mondiale de la santé rassure sur l'état du nouveau coronavirus. Elle indique que le nombre de cas signalés quotidiennement en Chine se stabilise. Pour l'agence spécialisée de l'ONU, cela constitue une bonne nouvelle. Tedros Adhanom Ghebreyesus exhorte à lutter contre la désinformation quant au nouveau coronavirus mortel qui a tué plus de 700 personnes, principalement en Chine continentale. Même si l'Organisation mondiale de la santé affirme que le nombre de cas de personnes atteintes en Chine rapportés chaque jour se stabilise, elle reste tout de même prudente sur l'avenir, indiquant qu'il était encore trop tôt pour prédire un déclin ou non de l'épidémie. Les gens doivent avoir accès à des informations précises pour se protéger et protéger les autres alors que le virus se propage. La désinformation rend encore plus difficile le travail de nos héroïques travailleurs de la santé. Elle détourne l'attention des décideurs, crée la confusion et répand la peur au sein du grand public. Nous ne luttons pas seulement contre le virus, nous luttons aussi contre les trolls et les théoriciens du complot qui poussent à la désinformation et sapent la riposte à l'épidémie. Un total de 34 546 personnes ont été contaminées en Chine continentale, dont 722 sont mortes. 2 autres décès ont été enregistrés hors de la Chine continentale et plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Le directeur général de l'OMS a fortement mis en garde contre la désinformation sur cette maladie qui rend le travail des équipes chargées de combattre l'épidémie encore plus difficile. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.